quitte ou double. Quitte ou double pour que cette lame coupe cette bouteille en deux. Connerie, Mojane. Quitte ou double! Alors ce sera double, mais avec 7 bouteilles. Tout est une question de réflexe, Mojane. Mais que Dieu te bénisse! J'adore faire affaire avec toi. C'est toujours un plaisir. Tricheur! Tawanawanga! Rends-moi mon argent, sale tricheur! Le cinéma. Quel monde fantastique. Pour moi, il existe 3 types de films. Ceux qui font aimer le cinéma, ceux qui créent une vocation, et ceux qui forgent une personnalité. C'est de ces derniers dont nous allons parler aujourd'hui. Enfant, j'ai baigné dans l'univers du cinéma et dans l'héritage culturel des années 80. Bercé par mes idoles, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger et Kurt Russell, je m'imaginais souvent devenir comme l'un d'entre eux, courageux et audacieux, fort et charismatique. L'Arnold qui sommeille en moi n'a toujours pas fait surface pour des raisons qui semblent malheureusement plus qu'évidentes. Entre Indiana Jones et Han Solo, la vie m'a appris qu'aucun homme n'arrivera à la cheville de Monsieur Harrison Ford, et c'est pas faute d'avoir essayé. Puis un jour est arrivé Kurt. Je l'ai découvert la première fois, comme tous les autres d'ailleurs, dans ce que j'appelle mon âge d'or cinématographique. Une époque où je vagabondais à travers les étroites allées des vidéoclubs en quête de découvertes. Je me délectais en voyant toutes ces magnifiques affiches et ces jaquettes colorées. Une fois à la maison, le lecteur VHS tournait à plein régime. Conan, Robocop, Dark Vador et tous les autres se tenaient là, devant moi, et avec eux je vivais frénétiquement leurs aventures. À la nuit tombée, venait le moment fatidique d'aller dormir. Cependant, c'est la nuit que passaient les films interdits, les films qui ne sont pas faits pour les enfants. Alors je sortais de mon lit chaque soir, je bravais l'interdit, caché dans la cage d'escalier, comme une ombre dans la nuit, je les voyais défiler sous mes yeux. Freddy, Alien, l'Exorciste et tant d'autres. Tous les soirs, j'avais rendez-vous avec la peur et l'inconnu. Mais une nuit est arrivé le film. La même note jouée en boucle, un chien courant dans la neige, la paranoïa, une chose étrange et la mort. Je venais de découvrir The Thing de John Carpenter. Depuis ce jour, Carpenter est devenu mon réalisateur préféré, et Kurt Russell, une idole. Peu de temps après, je découvre New York 1997. Et une fois encore, je suis subjugué par la musique, les décors, l'ambiance, et son héros, Snake Plissken. Puis, ce bon vieux Jack Burton fait son apparition. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que je venais de voir. J'avais adoré car il y avait du kung-fu, des monstres, des démons, des fusillades et de la magie. Cependant, je m'attendais à voir un Kurt Russell dans un rôle fort et intrépide, comme dans New York 97. Mais il n'en est rien. C'était même l'opposé. Maladroit, naïf et parfois même idiot. Et c'est cela la force du film. Dans sa bêtise, son attitude, ses répliques et sa nonchalance naturelle, Jack Burton est un personnage absolument fantastique. Kurt Russell et John Carpenter ont imaginé le pire des meilleurs héros. Même aux yeux des autres personnages, Jack Burton est admiré car son aura est tellement bienveillante et chevronnée que nous en oublions ses défauts. Et c'est ce que j'adore dans ce film, car en plus d'être une merveille de mise en scène, c'est un film qui nous envoie un message. Du moins, qui m'a envoyé un message quand j'étais enfant. Tu peux être un héros. Tu peux être un héros qu'importe ta situation, qu'importe ta force et qu'importe ton intelligence. Tu peux être un héros en ayant confiance en toi et en allant toujours de l'avant. Sois déterminé en toute situation et tu seras un héros. Vous l'aurez compris, dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un de mes films préférés, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Et nous allons parler de l'œuvre dans sa globalité. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin est un film sorti en 1986, réalisé donc par Monsieur John Carpenter. John Carpenter est un réalisateur indépendant américain. Il a réalisé bon nombre de chefs-d'œuvre qui ont marqué notre pop culture. Son style est très reconnaissable. John Carpenter est un adepte des plans cinémascope, très inspiré des films de western des années 50-60. Les bandes originales qui accompagnent ses œuvres sont quasiment toujours signées par Carpenter lui-même, orchestrées à grands coups de synthé minimaliste, mais toujours très efficaces, car si ces films ont marqué l'histoire, ces musiques nous transcendent tout autant.
John Carpenter est un maître de la mise en scène. Ses fers de lance sont la tension et la paranoïa. Le réalisateur sait emporter ses spectateurs dans un spectacle où l'immensité et l'inconnu règnent. Je ne peux que citer sa trilogie de l'Apocalypse, trilogie qui regroupe The Thing, Le Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie. Si au premier abord ces films n'ont rien à voir entre eux, ils sont pourtant étroitement liés à celle de la fin de l'humanité. Un vaste univers sépulcral, dans les ténèbres infinies de minuit, glacé comme un perpétuel arctique, à travers lequel se meuvent de sombres et froids soleils, et leur horde de planètes éteintes et gelées, où seront dispersées les poussières de ces tristes mortels, qui auront péri au moment même où leur étoile dominante disparaissait de leur ciel. Telle est la terrible image d'un futur trop distant pour être calculé. Lovecraft, Paul et Nébuleuse. La fin de l'humanité est donc un thème récurrent dans le cinéma de Carpenter, ce moment où notre monde basculera lentement et inévitablement dans le noir et l'oubli total. Le cinéma de Carpenter est aussi une façon de prendre position et de frapper du poing. Comme dirait le cinéaste Costa Gravas, toute œuvre est politique. Et c'est particulièrement le cas dans le film le plus engagé de John Carpenter, They Live, Invasion Los Angeles. Ici, Big John dénonce. Il incrimine le pouvoir de la surconsommation et d'un capitalisme oppressif. Toujours sur fond de science-fiction, et par le biais d'une invasion extraterrestre, il règle ses comptes avec notre monde dirigé par la soumission, les chiffres, les taux de rentabilité et l'absence d'humanisme chez les têtes dirigeantes. Le tout régi par une société basée sur l'obéissance et le sectarisme. La carrière de John Carpenter a explosé avec son film Halloween en 1978. Pendant longtemps, le film a été l'un des plus rentables de l'histoire du cinéma, et lance, par la même occasion, un nouveau genre cinématographique, qui est le slasher movie. Dès lors, Carpenter devient une potentielle poule aux œufs d'or pour les studios. Il est contacté très rapidement par la télévision pour réaliser un biopic sur Elvis Presley. Et c'est à ce moment précis que John Carpenter rencontre pour la première fois Kurt Russell. Les deux hommes se sont liés d'amitié très rapidement. Ils réalisent ensemble 5 longs métrages. Le roman d'Elvis, New York 97, The Thing, Los Angeles 2013 et pour finir, Jack Burton. New York 1997 est le deuxième grand succès de Carpenter, et c'est le film qui propulsera Kurt Russell au rang de star grâce à son rôle mythique de Snake Plissken. En 1982, le réalisateur et le comédien se retrouvent pour tourner le chef-d'œuvre absolu, The Thing. Ils sont accompagnés de la légende du maquillage, Rob Bottin, une perle cinématographique qui, à sa sortie, a très mal été reçue par le public et la critique, qui ont remis très injustement en question la crédibilité de John Carpenter aux yeux des studios. Obligé de se racheter pour regagner la confiance des maisons de production, il enchaîne 2 commandes. Christine, d'après l'œuvre de Stephen King, il s'agit d'un très bon film, sublimé en grande partie grâce à l'œil aiguisé de Carpenter et de ses effets spéciaux, et il enchaîne ensuite avec le film Starman, une comédie romantique sur fond de science-fiction. Ces commandes ayant bien marché, les studios reprirent foi en John Carpenter. C'était donc l'occasion de lui proposer un film à plus gros budget. C'est ainsi que la 20th Century Fox décide de lui confier la réalisation du film Big Trouble in Little China, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Aux yeux de la Fox, ce film devait devenir une licence, et le studio voyait en Jack Burton le futur Indiana Jones. Mais l'histoire est tout autre. John Carpenter, selon moi, réalise le film le plus généreux de toute sa filmographie. Si à l'origine le film devait être un western, le script est mis au goût du jour. Carpenter et la production propulsent l'histoire dans notre époque. Cependant, le réalisateur garde un certain code propre au western, comme le personnage de Jack Burton, qui est un John Wayne des temps modernes. John Carpenter est un grand fan des œuvres cinématographiques japonaises, en particulier les films de kung-fu des années 70, comme La Main de Fer, Zou, les guerriers de la montagne magique, ou encore Baby Cart. Carpenter, avec son film Jack Burton, partage sa passion et son amour pour le cinéma asiatique et pour le pays du soleil levant. Lors de la préparation du film, Carpenter et Kurt Russell eurent alors l'idée d'inverser les rôles. Jack Burton, le héros blanc américain stéréotypé, devient le second rôle, et le personnage de Wang Chi, interprété par Dennis Dun, devient un véritable meneur d'hommes. Le réalisateur montre un personnage asiatique fort et condamne toute xénophobie et clichés affligeants. Le film transpire l'âme des kung-fu movies. Drôle et ridicule à la fois, c'est extrêmement divertissant, complètement loufoque, mais empreint de liberté
et de générosité. Pour bien comprendre et imager la personnalité de Jack Burton, il est facile de le comparer à un autre héros interprété par Kurt Russell, Snake Plissken. Snake Plissken est un des plus grands anti-héros de l'histoire du cinéma. Il évolue dans un monde dystopique, obligeant la société à transformer ses plus grandes villes en cités carcérales, où la violence, le chaos et l'anarchie règnent en maître. Le personnage de Snake est si charismatique qu'il marquera jamais notre pop culture. Son personnage est fort et aussi violent que le monde dans lequel il évolue. Nous pouvons sans problème imaginer un cow-boy solitaire sorti d'un western spaghetti. Bien qu'il soit présenté comme un mauvais garçon, Snake reste très proche des stéréotypes du héros américain dont le public a l'habitude, un Charles Bronson au grand cœur qui se bat pour ses convictions. New York 1997 et Los Angeles 2013 sont des films très engagés, qui remettent en question l'intégrité de nos dirigeants et de nos institutions. Le premier volet avait pour référence le scandale du Watergate et ses pratiques illégales au sein de l'administration présidentielle. Sa suite, elle, était un pied de nez au modèle économique et social des studios de production audiovisuelle, en dénonçant une montée en puissance du puritanisme et d'un système hermétique à la liberté d'expression des réalisateurs, en privilégiant la rentabilité au détriment de l'œuvre. Alors que Jack Burton est un idéaliste. Il vit une vie tout à fait normale de routier, il a un ego surdimensionné et se voit comme une référence. Pas de talent particulier, si ce n'est ses réflexes, sa détermination et surtout sa chance. Narcissique, maladroit, nonchalant, bref, il est aux antipodes de Snake Plissken. Ses motivations sont avant tout personnelles, retrouver son camion. Cependant, sa quête l'obligera à aider son compagnon Wang et accessoirement sauver le monde. Familièrement, nous pouvons le qualifier de bof au grand cœur. Malgré son impuissance face aux forces du mal qui se dressent devant lui, Jack Burton garde la tête froide et reste toujours prêt à se battre avec panache, ce qui fait quand même de lui, au final, un héros. Contrairement au film précédemment cité, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin n'est pas un film engagé. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une déclaration d'amour et une ouverture au genre cinématographique du cinéma asiatique. John Carpenter veut d'un film fou, peuplé de monstres, de démons, de vieux mages. Très vite, le tournage se transforme en grande cour de récréation. Toute l'équipe technique et les comédiens se passionnent pour l'univers dans lequel ils évoluent. Et cela se ressent fortement. Le film devient dès lors un ovni cinématographique qui ne trouvera jamais d'équivalent. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Souvenez-vous, la 20th Century Fox voyait en Jack Burton le futur Indiana Jones. De plus, en réunissant Carpenter et Kurt Russell à nouveau, l'ombre de Snake Plissken planerait sur le plateau. Mais il n'en saura rien. Carpenter et Russell livrent un film décomplexé, drôle et personnel, où pendant 2 heures, le héros blanc américain est roulé dans la boue et, je cite, s'en prend plein la gueule. La production déteste et décide de boycotter le film en limitant les financements supplémentaires et principalement les frais de communication. Seulement 3 millions de dollars sont investis dans la publicité, le film ne sera annoncé qu'une semaine avant sa sortie, la campagne de pub est complètement snobée, jusqu'à valider d'horribles visuels où Kurt Russell n'est même pas reconnaissable sur les affiches. Le film est bien évidemment un bide total. Une grande partie des spectateurs de la presse ne comprennent pas les enjeux du film, quant au reste du public, il ne connaît même pas l'existence de Jack Burton. Cet échec est un déclic et un moteur pour John Carpenter. Il s'éloigne officiellement des gros studios, retourne vers des productions plus libérales et indépendantes, et accouche dans la foulée de l'excellent Prince des Ténèbres et du très politique Invasion Los Angeles. Et oui, sans Jack Burton, il n'y aurait peut-être jamais eu d'Invasion Los Angeles ou de Los Angeles 2013. Tout est lié. Car tous les messages engagés que traitent ces deux œuvres résultent potentiellement de la discorde entre Carpenter et le système d'exploitation des studios de production. Jack Burton a mis le feu aux poudres, transformant John Carpenter en un des réalisateurs les plus engagés et indépendants de l'histoire du cinéma. I would change nothing about my career. Not that I could, but I would change nothing about it. Now I'm delighted with the movies I've made. A couple of them that they're not my favorites, but I can watch them again and say, well, that's not bad. You know, fuck them if they don't like it. Si Jack Burton m'a également marqué, c'est grâce à son esthétique et, vous en doutez, ses effets spéciaux. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont réussi à laisser une trace indélébile dans mon esprit.
Les effets visuels ont été orchestrés par Richard Edlund. Et là encore une fois, c'est un grand monsieur du cinéma. Richard Edlund est un pionnier qui fait partie des piliers des effets spéciaux contemporains. Il commence sa carrière avec un film qu'on ne présente plus, Star Wars, réalisé par George Lucas en 1977. Richard est repéré par John Dickstar, un autre grand nom des effets spéciaux, et il intègre l'équipe de ILM, Industrial Light and Magic, soit un des plus grands studios de tous les temps. ILM a une importance capitale dans l'invention des nouvelles technologies techniques et numériques. Elle est l'entreprise qui a révolutionné l'industrie audiovisuelle, grâce à son innovation dans le monde de l'image de synthèse. Richard Edlund est donc connu pour son travail sur la première trilogie de Lucas, soit Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Mais vous connaissez son travail à travers les films tels que Indiana Jones, Piège de cristal, Les Maîtres de l'Univers, Ghostbusters, Monster Squad et tant d'autres. Richard est un habitué des récompenses, il remporte 2 Oscars pour Indiana Jones premier du nom et Star Wars de 77. Il se voit également récompensé par 16 autres prix qui le propulsent en tant que membre de l'American Society of Cinematographers, la plus grande distinction que l'on peut accorder à un expert de l'industrie du cinéma. Mais revenons-en à notre Jack Burton. Richard Edlund, responsable des effets visuels, doit s'entourer d'autres techniciens pour créer l'univers de Jack Burton, et il choisit le fantastique Steve Johnson pour l'assister. Steve Johnson, à l'instar de Rick Baker et Rob Bottin, est un des plus grands créateurs de monstres. Abyss, Ghostbusters, Le Loup-garou de Londres, Vidéodrome, La Mutante, Spider-Man 2, Blade 2 et même le film qu'on ne verra jamais, Superman Live de Tim Burton. Son travail est présent dans plus de 200 œuvres, en passant des parcs à thème et bien entendu sur grand et petit écran. Steve Johnson fait partie de ces hommes qui ont bâti l'âge d'or du maquillage et des effets spéciaux traditionnels. Il grandit avec les Universal Monsters, mais ce sont les monstres de la Hammer qui lui transmettent la passion du maquillage. C'est le maquilleur Rick Baker qui le découvre, et c'est avec lui et Rob Bottin que Steve Johnson apprend le métier de maquilleur. Depuis, Steve est devenu un incontournable dans le monde des effets spéciaux. Il remporte de nombreux prix, notamment pour le film La Mutante et Blade 2. Avant Jack Burton, Steve Johnson avait déjà travaillé avec Carpenter sur le film Fog sous les ordres du maquilleur Rob Bottin. En parlant de Bottin, et par rapport à son extraordinaire travail sur le film The Thing de Carpenter sorti en 82, la question posée est pourquoi le duo Bottin-Carpenter ne s'est pas réuni à nouveau pour Jack Burton. L'affaire est trouble, mais il semblerait qu'au vu des résultats médiocres au box-office de The Thing et au budget exorbitant des effets de Rob Bottin, John Carpenter a développé une certaine animosité envers les effets spéciaux. Ainsi, lors de son premier rendez-vous avec Steve Johnson au sujet de Jack Burton, les premiers mots de Carpenter sont « Je méprise les effets spéciaux et les personnes du milieu des effets spéciaux ». Pour commencer, nous allons nous intéresser au grand méchant du film, Lo-Pan. Lo-Pan est interprété par James Hong. Avec le temps, ce personnage est devenu une grande figure de notre pop culture, prouvant encore une fois que John Carpenter a sculpté une bonne partie de notre paysage culturel. Lo-Pan est un Fu Manchu des temps modernes. Si vous ne connaissez pas Fu Manchu, sachez qu'il est un personnage de fiction créé par le romancier Sax Rohmer. Fu Manchu est un génie du mal. Inventé en 1912, il était à l'époque le symbole de ce qu'on appelait le péril jaune. Le péril jaune est une période sombre de l'histoire. À cette époque, le peuple occidental était convaincu que le peuple asiatique allait conquérir le monde. Lo-Pan est ici un vieux mage malfaisant en quête de vie et de jeunesse éternelle. Premièrement, le maquillage de vieillissement. Comme très souvent à cette époque, Steve Johnson a utilisé de la mousse de latex pour concevoir les prothèses qui composeront le visage. Les maquillages de vieillissement sont les plus difficiles à réaliser. Le maître actuel en la matière est Kazuhiro Tsuji. Ce dernier a appris le métier sous les ailes bienveillantes de Dick Smith, le père spirituel de tous les maquilleurs. Le travail de Dick Smith est absolument extraordinaire. Il est l'auteur de la transformation de plusieurs grands visages du cinéma. Marlon Brando, Max von Sydow, Murray Abrams, Dustin Hoffman, David Bowie et bien d'autres. Un bon maquillage de vieillissement est le résultat d'un travail fin et subtil. Eh bien, le make-up de Steve Johnson dans Jack Burton a un aspect grossier et très cartoonesque.
Cela fonctionne parfaitement et s'intègre soigneusement dans l'univers de Jack Burton. Le maquillage n'a pas été une partie de plaisir pour le comédien et le maquilleur, mais cela reste un des moments les plus mémorables pour les deux hommes. Il faut savoir que Steve Johnson était avant le tournage de Jack Burton spécialisé dans la création et l'animation de créatures. Ce maquillage de vieillissement fait partie de ses premiers pas dans le monde du maquillage. Il fallait compter 10 heures de travail pour maquiller James Hong. Une fois dans son fauteuil roulant prêt à jouer, le comédien s'aperçoit qu'il lui est impossible de grimacer comme il le désire, car les prothèses sont trop rigides. Il a dû amplifier ses expressions pour qu'elles puissent être perceptibles. Une fois sur le plateau, la magie opère. Le personnage de Lopan est hilarant, à tel point que Steve Johnson ruine 3 prises pour cause de fou rire. Les heures infinies de travail rapprochent les deux hommes et forgent une véritable amitié. La transformation de Lopan est un trucage simple et efficace. Steve Johnson est un habitué des transformations spectaculaires. Il a auparavant travaillé sur 2 grandes métamorphoses du cinéma, à savoir celle du Loup-garou de Londres avec Rick Baker et Hurlement avec Rob Bottin. En 1986, le public était donc habitué à voir des corps se disloquer sur grand écran. Steve Johnson a dû innover pour la transformation de Lopan. Le challenge était d'associer les effets spéciaux à la magie optique. Un buste de Lopan est fabriqué. Il se compose de 2 parties. Premièrement, un squelette rigide, translucide, qui représente le crâne et les vaisseaux sanguins du vieil homme, ainsi que le système pour l'articuler. La seconde partie est la peau. Translucide elle aussi, elle ne sera pas colorée avec des pigments mat, comme de la peinture, mais plutôt avec de la poudre, pour ne pas faire obstruction à la lumière qui sera placée à l'intérieur du buste. La main est fabriquée de la même manière. Cependant, cette dernière sera filmée sur fond bleu, puis intégrée en post-production. Au premier visionnage, et sans connaître la supercherie, l'intégration est parfaite. En connaissant la carrière de Steve Johnson, je soupçonne que, sur le plan technique, le buste transparent et lumineux de Lopan est le prémisse d'une autre de ses œuvres, Les aliens du film Abyss de James Cameron. Restons encore une fois dans les prémices d'Abyss, avec la scène de l'enfer des pêcheurs à l'envers. La scène se déroule sous l'eau. C'est la première fois que Steve Johnson va devoir créer des effets spéciaux en fonction de cet infernal élément. Les corps sont des squelettes personnalisés, certains sont plus décomposés que d'autres, rien de bien compliqué en soi, à part d'éviter qu'ils ne remontent à la surface. D'ailleurs, ce sont les restes de squelettes inutilisés du film Poltergeist 2. Malheureusement, la peinture de ces derniers ne tenait pas sous l'eau. Les pigments se décomposent au contact du liquide. L'équipe ne se doute pas alors que le bassin est contaminé, l'eau s'infiltre dans les oreilles des techniciens, ainsi que celle de John Carpenter, provoquant des infections auditives. La peinture et l'eau ne font vraiment pas bon ménage. Quelques années plus tard, même problème pour Kurt Russell, rendu, lui, aveugle, pendant 2 jours à cause du tournage aquatique du film Backdraft. Lopan avait besoin de garde du corps et de monstres à son service. Et bien quoi de mieux qu'un démon ? The Wild Man, l'homme sauvage, était décrit dans le script comme étant une créature abominable. Eh ben ce n'est pas vraiment le résultat obtenu. Grossier et rigolo, ce sont les premiers mots qui me viennent pour décrire cette bête. Et je ne suis pas le seul à penser cela. Ce visage avenant en a fait rire plus d'un. Si bien que dans les bandes dessinées qui ont suivi le film, le monstre devient un allié de Jack Burton. Un animal de compagnie hilarant répondant au nom de Pete. Le design du monstre est basé sur plusieurs éléments de la culture mythologique asiatique, comme les démons, les yokai ou encore les lions gardiens. Le costume est fabriqué de la même manière que les costumes des singes du film Greystock, car Steve Johnson y avait travaillé justement. C'est une combinaison musculaire en élastane entièrement peinte de couleur chair et poilée. 2 extensions de bras lui sont greffées, ainsi qu'un visage mécanisé recouvert d'une peau en mousse de latex. Nous assemblons le tout, et hop, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à tourner. Mais les choses ne sont pas si simples. Le comédien, derrière le masque, détestait son costume. Comme dirait Steve Johnson, ce genre d'accoutrement, c'est comme une torture médiévale. Impossible de se gratter le nez, de fumer une cigarette, ou encore d'aller au WC. L'acteur déteste donc son rôle, si bien qu'il refuse de jouer correctement,
comme par exemple se tenir sur la pointe de ses pieds pour donner une allure élancée à la créature, comme l'aurait fait Lon Chaney Jr. dans le film Wolfman. Au lieu de ça, il marche tout à fait normalement, donnant l'impression que la bête porte des chaussures de clown. Pas de comédien, pas de problème pour ce qui concerne cet autre monstre. Si vous avez déjà vu Jack Burton, vous vous souvenez obligatoirement du Gardien, cette créature au look incroyable. Pour Steve Johnson, le Gardien a été une de ses créations les plus difficiles à créer. 60 artistes et ingénieurs ont travaillé sur ce projet. Steve réutilise les techniques qu'il avait auparavant utilisées pour le film Ghostbusters avec son personnage de Slimer. Cependant, Slimer était une marionnette assez classique. Ici, c'est une merveille motorisée. 25 yeux mécanisés et chacun manipulé par un technicien à l'aide de moniteurs. Des ballons sont éparpillés sous la peau en mousse de latex pour pouvoir le faire bouger avec l'aide de soufflets. Pour finir, le Gardien a été filmé sur fond bleu, puis incrusté dans l'image en post-production. Le seul Gardien physiquement sur le plateau est celui qui se fait tuer d'un coup de sabre. Vous l'aurez bien compris, c'est une œuvre qui n'a rien à envier aux créatures volantes créées numériquement de nos jours. Mais cette petite merveille aura tout de même coûté 100 000 $. Pas d'argent, pas de pièces, pas d'affaires. Restons encore du côté des monstres. Et celui-ci, si vous clignez trop des yeux pendant le film, il est possible que vous l'ayez manqué. Conçu comme étant le seul jumpscare, le sursaut de la projection, cette créature est donc très furtive. Il s'agit d'une gigantesque marionnette, son squelette est en acier recouvert d'une peau en mousse de latex, et ses dents sont des bâtons de colle sculptés. Il fallait faire très attention en manipulant la bête, car toucher un comédien avec le monstre serait équivalent à le renverser avec une voiture. Elle ressemble à un poisson abyssal et à un vieux crapaud. Son look a certes été trouvé par Steve Johnson, mais aussi par son collègue Screaming Mad George, de son vrai nom Yoshitani, un autre artiste en effets spéciaux japonais. Mais ça, vous l'auriez deviné. Je pense que c'est cette petite touche japonaise qui lui donne son aspect kaiju, propre au film de monstres asiatiques. Le monstre était propulsé sur des rails comme un roller coaster. Au premier visionnage, le monstre semble assez statique, mais il y a bien un comédien à l'intérieur qui le manipule. Il s'agit de Noble Craig, un ancien soldat du Vietnam qui, après avoir perdu ses 2 jambes et un de ses bras à la guerre, une fois rentré au pays, devient créature performeur. Il donne vie aux monstres dans les films. C'est un métier et une pratique populaire dans le monde du cinéma et des séries télé, comme par exemple Walking Dead, ou encore dans les films Poltergeist 2, encore une fois, avec Noble Craig et Steve Johnson. Lopan, les démons, le monstre, eh bien il nous reste maintenant les 3 tempêtes à étudier. Les 3 tempêtes se composent de tonnerre, pluie et éclair. Pour les 2 derniers, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que quand Éclair meurt, il laisse derrière lui le nom de Carpenter en écriture chinoise, et le personnage de pluie porte une perruque à 3000 $. C'est donc Tonnerre qui va nous intéresser. À la fin du film, ce grand gaillard se fait exploser. Initialement, Steve Johnson voulait que le personnage gonfle et qu'il se mette à voltiger comme un ballon d'hélium, mais John Carpenter n'aimait pas trop l'idée. Alors le personnage de Tonnerre gonfle et explose, tout simplement. À l'origine, la scène devait être plus longue. 2 fausses têtes ont été créées, ainsi qu'une prothèse de visage qui se gonfle grâce à des pompes à air. Mais au montage final, on ne peut voir que les 2 fausses têtes, car il y a eu d'importants problèmes de fuite d'air qui ont gravement nui à la qualité de l'effet escompté sur le maquillage gonflant, au sens propre comme au sens figuré. Les effets spéciaux et les maquillages de Jack Burton ne sont peut-être pas les plus beaux ni les plus incroyables du cinéma, mais grâce à leur look déjanté et novateur pour l'époque, ils ont réussi à marquer des générations, ainsi qu'un petit garçon qui n'aura plus tard Dieu que pour les monstres en caoutchouc. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin a été un échec cuisant lors de sa sortie en salle. Cependant, il retrouve ses lettres de noblesse et gagne avec le temps son statut de film culte grâce aux ventes de VHS et des autres supports physiques. Il est connu aujourd'hui comme un mythe, une légende. Inconnu ou incompris du grand public, Jack Burton continue de faire rêver ses initiés. OVNI du cinéma en 1986, pilier de la pop culture en 2018. C'est décidément un bien étrange monde dans lequel nous vivons. La pop culture, la culture populaire, celle qui nous rapproche et forge notre imaginaire collectif. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin est un diamant brut, taillé d'une main de maître et d'une équipe artistique extraordinaire.
Il existe 3 types de films. Ceux qui font aimer le cinéma, ceux qui créent une vocation, et ceux qui forgent une personnalité. Jack Burton, c'est un peu tout ça à la fois. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement découvert qui se cache derrière un masque, mais qui se cache derrière un film, une caméra, une histoire, bref, un chef-d'œuvre. À mon sens, le cinéma ne se regarde pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Un film peut influencer une vie et une personnalité, et ça, j'en suis plus que convaincu. Alors n'oubliez pas, si tout est une question de réflexe, soyez curieux, ayez le réflexe de regarder des films, et de vous laisser emporter dans d'incroyables aventures. Et le meilleur des conseils reste celui-là. Quand la nuit est sombre, que les éclairs éclairent le ciel, que le tonnerre tonne et que la pluie tombe en rideaux de fer et en cordes d'acier, n'oubliez pas ce que le bon vieux Jack Burton fait lorsque la terre frémit, que les flèches empoisonnées tombent des nues et que les colonnes du ciel tremblent. Votre copain Jack Burton regarde l'orage droit dans les yeux et lui dit « Tu peux toujours tonner, camarade. Moi, plus rien ne m'étonne. » Mais là... Je te l'avais dit, Moonjan. Tout est une question de réflexe. Un jour ton tour viendra, l'ami, et que Chrome m'en soit témoin, quel épisode ce sera.